14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous parlons de notre météo intérieure avec François Bourgognon qui est avec nous et Maria. Maria, votre témoignage est formidable parce qu'il est tout à fait en corrélation avec ce dont on parle aujourd'hui. Et je crois que vous vouliez réagir, Maria, encore. Oui, j'ai encore deux, trois petites choses à dire par rapport à la génération de nos enfants, parce que moi j'ai 63 ans et je pense que le livre de François est très adapté avec les applications, parce que j'ai à cœur d'accompagner nos enfants pour qu'ils trouvent leur équilibre émotionnel le mieux possible, et je pense que c'est un bon outil, ce livre-là. Pour nos petits-enfants, j'ai découvert 2 très jolis livres, Brigitte, je voulais vous en parler parce que justement c'est sur les émotions, la couleur des émotions de Anna Lienas. Je ne sais pas si François le connaît. Oui, je le connais. Je l'ai acheté à mon fils. Oui. Voilà, un joli pop-up. Oui, très joli, très joli. Ouais, très, très joli. Donc, qui aide les enfants à se repérer dans leurs émotions. Et pour l'avoir pratiqué avec nos petits-enfants, on s'est rendu compte que, ils arrivent à, quand ils sont pris dans une émotion, par exemple la colère, on cherche dans le livre quelle est la page qui correspond à l'émotion et on peut en parler. Et au fil du temps, on s'est aperçu du bienfait que ça pouvait leur apporter. Il y a aussi un autre joli livre qui s'appelle Le loup qui apprivoisait ses émotions, de Oriane Lallemand. Je le connais aussi, oui. J'ai des petits à la maison. Voilà, celui-là aussi est très bien. C'est une jolie histoire aussi qui aide les enfants à comprendre leurs émotions et à les apprivoiser. Mais moi, j'adore. Je vous redonne la parole à Maria, mais c'est formidable ce que vous dites, parce que si en effet beaucoup de parents, grands-parents aident les enfants à comprendre leurs émotions, la société de demain ira mieux. Parce que on va parler dans un instant des psychiatrices, mais la majorité de nos psychiatrices sont dues à des incompréhensions des émotions des enfants. Voilà, tout à fait, je suis bien d'accord et j'ai à cœur effectivement d'aider nos enfants et nos petits-enfants. En revanche, je sais pas ce que vous en pensez, Maria et François, mais moi je pense que la méditation pour les enfants c'est une erreur et c'est même une erreur pour les adolescents. Je pense que la méditation c'est quelque chose qui commence à être possible vers 22-25 ans. Avant, on est encore trop dans la découverte du monde et dans l'envie de faire. Et je trouve que j'entends parfois des personnes qui me parlent de méditation pour les enfants. Je trouve que ça, c'est une erreur. Bon, par rapport à cette thématique, on distingue déjà différentes tranches d'âge. Alors, on dit entre 0 et 5 ans, ça n'a pas vraiment de sens de faire méditer les enfants. Parce que entre 0 et 5 ans, les enfants n'ont pas encore vraiment de langage très construit et ils ne se font pas de monologue sur ce qu'ils vivent quand ils vivent les choses. Et les pensées ne sont pas là. Voilà, ils vivent directement les choses. Et d'ailleurs, d'instinct, nous, quand on est avec des tout petits, on les accompagne dans la découverte sensorielle du monde. On leur dit écoute comme c'est joli, sens comme ça sent bon, touche comme c'est doux. Et l'idée, c'est que les choses sont d'abord expérimentées par nos sens. Et avant d'être pensées, et avant d'être mises en mots. Excusez-moi, mais c'est des petits animaux, jusqu'à 5 ans, 6 ans. Et je dis ça avec beaucoup de respect, j'adore les animaux. Donc ensuite, le langage se développe. Alors notre intelligence fait un bond spectaculaire parce que ça nous permet d'anticiper l'avenir, de revenir sur le passé, de conceptualiser dans l'abstrait. Et on a tendance à penser que là où ça bascule, c'est vers 5-6 ans. Alors effectivement, moi je trouve ça encore petit pour faire méditer. Mais on parle de méditation, alors c'est plutôt de la méditation un peu informelle et c'est exactement comme vous nous dites, c'est-à-dire apprendre déjà à repérer ce qui se passe en nous et à pouvoir mettre des mots dessus. Alors chez les enfants on utilise plutôt des choses assez imagées et c'est vrai que du coup notre livre avec Antoine, vu qu'on parle du petit singe, qu'on parle des perroquets pour les pensées, de la météo pour les émotions et des animaux pour les sensations, c'est quelque chose qui peut être repris pour essayer justement de discuter des éléments de l'expérience avec les enfants. Et puis après, à l'adolescence, les choses se rapprochent un petit peu de la pratique adulte. Moi, ce que je crois, c'est avec les enfants, quand même, ça c'est un truc aussi que je trouve vraiment très important. Ce que je crois, c'est qu'avant de faire méditer les enfants, ce qui serait déjà une bonne chose, c'est de les protéger de la surexposition aux écrans. Et on sait que l'intoxication massive aux écrans, et notamment chez les tout petits, ça peut être dramatique sur le développement de l'intelligence, des capacités attentionnelles, sur le sommeil, la mémoire, les apprentissages. Alors là, c'est un grand... La concentration
concentration. La concentration. Donc c'est un grand sujet en ce moment. On parle de la méditation dans les écoles. On dit c'est formidable. Alors oui, sûrement que ça. De toute façon, moi ce que je crois, c'est qu'à un moment, probablement que il y aura des temps de méditation dans les écoles, comme on a fait des temps de pratique d'exercice physique ou de sport pour contrebalancer des journées qui sont quand même très sédentaires. Mais peut-être qu'on ferait mieux de parler de respiration, de leur apprendre à respirer plutôt que de parler de méditation. Tout à fait. Et c'est utiliser des choses qui sont un peu plus habillées enfantines, un peu plus imagées, pour les amener quand même à ne pas être dans une posture qui soit aversive vis-à-vis de l'expérience ou qui soit de l'ordre de la lutte ou de l'évitement, ce qui est déjà beaucoup notre cas de façon un peu naturelle. Maria ? Oui, vous voulez conclure ? Voilà, je vais conclure en 2 choses. Pour les enfants, donc pour moi, c'est de beaucoup de relaxation et également au niveau éducatif, donc d'apprendre à bien verbaliser, recomprendre, connaître ses émotions pour arriver justement à être mieux dans sa vie. Et puis une dernière chose par rapport à la méditation, Brigitte, donc j'ai découvert Claire de Lys grâce à vous il y a quelques années. Nous avons avec mon mari un CD de méditation et donc nous une fois par semaine nous écoutons cette méditation pour accompagner dans une sexualité tantrique et très douce. Voilà, donc c'est aussi une démarche de couple. Oui, mais Claire de Lys est une amie de très longue date et c'est quelqu'un d'authentique. Après, il faut que ça convienne, hein, bien sûr, parce que le tantra, c'est encore autre chose, mais en tout cas, elle est authentique dans sa démarche. Voilà, et moi, je parle d'un tantra de couple uniquement, voilà. Bien sûr. À notre niveau. Voilà, merci. Merci à vous, Maria. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, Maria. Alors, nos psychiatriques, c'est un terme évidemment inventé par Chaby Langlois, hein, puisque vous parlez évidemment de nos blessures d'enfance. On a évoqué toutes les blessures d'enfance pendant cette semaine, hein, c'est bien ça ? Oui, hein ? Oui. Voilà. On est à la 8e semaine. Et nous sommes à la 8e semaine. On a beaucoup de réactions d'auditeurs qui sont accros de vos rubriques, Chaby Langlois. Et donc maintenant, il reste à savoir comment on fait pour s'en guérir. C'est notre sujet du jour. Oui, et c'est un vaste sujet. Parce que s'en guérir, c'est beaucoup dire. Est-ce qu'on pourrait déjà s'en soulager un petit peu ? N'est-ce pas ? Au moins soulager la souffrance. Et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui sur cette méditation est très d'à propos, parce que ça commence par là. Non pas par une méditation, mais moi j'appelle ça par faire un câlin à mon moi enfant. Réapprendre à aller voir mon moi enfant plutôt que rester toujours dans mes émotions, c'est-à-dire généralement dans mon moi parent. C'est lui qui gère l'ego et c'est lui qui. Parce que normalement, si on vous a bien suivi, tous ceux qui nous écoutent ont repéré quelle était leur blessure. D'accord, donc ça c'était la première étape, hein. Et maintenant donc on sait quelle est notre blessure et donc on l'accueille avec bienveillance, avec amour, avec. Oui, bienveillance et amour. Pourquoi ? Parce que généralement les blessures nous culpabilisent. Et nous jugeons d'avoir cette faiblesse, d'avoir cette blessure. Or, nous ne sommes pas responsables de nos blessures. Ça, c'est un premier point très important. Nos blessures nous ont été faites, généralement, quand nous étions enfants, et nous ne sommes pas responsables. On y est pour rien, oui. Et vous dites d'ailleurs dans votre livre psychiatrice que les pensées dans le passé sont souvent dues à de la culpabilité. Enfin, le passé culpabilise. Oui. L'avenir fait peur. Et le présent, normalement, rassure. Si on est bien dans le présent, on doit être en joie. Si on est trop dans le passé, on culpabilise. Oui. Et si on a peur du futur... on est dans le futur. Oui. Donc, se ramener au présent, c'est quoi ? C'est pas facile de se dire au présent. Et moi, c'est ce qui m'a heurté quand j'ai commencé, il y a très longtemps, à faire de la méditation. Mettez-vous au présent. Il est où, le présent ? L'ancrage pour le présent, c'est la respiration. Donc, ce que je propose, lorsqu'on a le fameux ici et maintenant dont parle la pleine conscience. Oui, mais tout ça, c'est vachement théorique. C'est des mots, oui. Pratiquement, c'est quoi ? Je respire et je me concentre sur ma respiration. Là, je suis sûr qu'être au présent. Il n'y a pas de respiration pour hier ni pour demain. Quand je respire, c'est maintenant. Donc, en prenant conscience de ma respiration, en observant ma respiration, tout son trajet dans mon corps, j'ai une invitation à être proche de moi. C'est un premier pas. Et d'ailleurs, quand on démarre ce genre d'exercice,
on a des tas de pensées qui vont survenir, du genre là je perds mon temps, à quoi ça sert, ah bah tiens j'ai pas fermé la porte de je sais pas quoi, etc., etc. Et c'est ça toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on a tellement de pensées qui nous assaillent que de toute façon... Dans un premier temps, il va falloir calmer ses pensées. Non pas les empêcher de penser, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, mais petit à petit, moins se concentrer sur elles. C'est-à-dire moins se concentrer sur notre moi parent, en quelque sorte, qui lui soutient justement ma surréaction. Une fois que j'ai à peu près compris ce qui se passait en moi, les blessures que j'ai, je peux observer dans ma journée des surréactions, c'est-à-dire des moments de colère essentiellement. Et la colère... Ou de peur, hein, des peurs injustifiées. Oui, ça va ensemble. Colère et peur, excusez-moi, vous avez raison. C'est d'abord de la peur, et généralement, la peur, soit il y a de l'apathie, soit il y a de la colère. Oui, par exemple, on ne va pas aller finalement à cet entretien d'embauche parce qu'on a peur d'échouer, ou alors, justement, on ne va pas oser dire à son partenaire quelque chose parce qu'on a peur que ça crée un conflit. Enfin, les peurs sont, à mon avis, encore plus fréquentes que la colère. Hein. Oui, mais je peux très bien être en colère tous les matins parce que ma voisine range mal ses poubelles. C'est aussi simple que ça, la colère. Et de comprendre pourquoi je suis en colère plutôt que de me confirmer que je suis en colère tous les matins, me poser, respirer avec le ventre, ça c'est un ancrage, respirer 3 fois avec le ventre me permet de me centrer. J'essaye de donner des exemples très concrets. Hein. Par exemple, vous êtes en train de regarder les infos avec quelqu'un. À partir du moment où cette personne est sans arrêt en train de râler par rapport à ce qu'elle entend aux infos, elle a intérêt à travailler sur ses blessures intérieures. Par exemple. Hein. Par exemple, ouais, bien sûr. Voilà, et ça, c'est une anecdote que tout le monde peut comprendre. Oui. Hein. Quelqu'un qui est tout le temps en train de critiquer les autres, c'est pareil, il a à comprendre sur ses blessures intérieures, au fond. Oui, hein. Elles sont là. Elles s'expriment. Celui qui est tolérant et bienveillant, ça va, il a fait du chemin. C'est ça, hein. Exactement. Exactement. Et c'est important, ces surréactions, ces colères, parce qu'elles m'indiquent qu'il y a une peur, en effet. Mais généralement, je vois la colère, pas la peur. C'est ça, oui. Mais est-ce que... Alors donc, déjà, repérer sa colère ou ses peurs, oui. Ok, admettons qu'on arrive déjà à le faire tout seul, ce qui n'est pas si simple que ça. Est-ce qu'après, on peut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire, ou est-ce qu'on a besoin d'un psy ou d'un thérapeute ? On a besoin de lire votre livre, d'accord. On a besoin de lire mon livre. Dans la majeure partie des gens qui ont des blessures, il y a besoin d'un thérapeute, forcément, parce que ce sont des blessures qui, même si elles me mettent en colère superficiellement... Vous éloignez pas, n'ayez pas peur du micro. Oui, pardon. Donc on a besoin souvent d'un thérapeute, mais une fois que j'ai repéré ma colère, je reprends une bonne respiration et je me pose la question de quoi j'ai peur. C'est ça. La colère, c'est de quoi j'ai peur. Oui. Attention, c'est pas pourquoi j'ai peur, parce qu'à ce moment-là, je vais repartir de l'analyse, c'est de quoi j'ai peur. Et de réussir à trouver ce qui me fait peur va être un point très important pour sortir de la panoplie. Parce que là, nous sommes dans une panoplie. Donc, par exemple, j'ai peur de ne pas être respecté, et c'est pour ça que je suis en colère quand vous m'envoyez un petit SMS une demi-heure avant mon déjeuner pour me dire qu'on ne déjeune pas ensemble. Voilà, par exemple, un exemple de surréaction. Remarquez, c'est un peu logique. Une demi-heure avant un déjeuner, si on vous envoie un SMS pour annuler, c'est un manque de respect, je vous le confirme. Excusez-moi, peut-être que j'ai une blessure, mais... Oui, ça peut être un manque de respect. Je ne serai pas spécialement en colère, mais ce sera quelqu'un qui sera rayé de mon emploi du temps. Voilà, mais quand c'est une très bonne copine qui vous fait ce coup-là, il y a peut-être autre chose. Oui, alors donc, après, elle a ne claquons pas tout de suite la porte. Oui, d'accord, elle a peut-être une bonne excuse, évidemment. Voilà. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Je vais prendre conscience de ma peur et me poser la question de quoi j'ai peur. Et ça, c'est important. Une fois que j'arrive à savoir de quoi j'ai peur et savoir ce que je me raconte, en fait, là, j'ai peur qu'elle ne me respecte pas. Et donc là, on revient évidemment sur les 7 psychiatrices. Donc on peut avoir peur de ne pas être respecté. Donc là, c'est, j'imagine, le rejet. On peut avoir peur de... Ça peut être de l'injustice. Oui, on peut avoir peur de perdre sa liberté. Et là, à ce moment-là, c'est l'humiliation. Enfin bon, j'ai mon petit tableau sous les yeux. Hein, j'essaye de... Mais c'est pas si grave c'est pas si important que ça, finalement, de rallier la peur à la psychiatrie. Ce qui est important, c'est de rallier la peur à la panoplie.
Après, cette panoplie, je suis dedans. Hein, c'est cette panoplie. C'est ça, je contrôle trop, voilà. Je suis fuyant, je suis rigide, je suis masochiste, enfin voilà. Hein. C'est cette panoplie qui me fait souffrir, en fait. Parce que dans tout l'objectif, c'est sortir de la souffrance. Hein, les psychiatristes sont là, on ne va pas les gommer du jour au lendemain, on va essayer qu'elles me fassent moins souffrir. Et qu'est-ce qui me fait souffrir? Ce sont les panoplies, ce ne sont pas les psychiatristes. Oui, c'est ça, c'est le vêtement voilà, qu'on a mis pour faire semblant de ne pas souffrir, alors que de toute façon on souffre. Voilà. Alors, Chaby Langlois, je crois qu'on a Mathieu qui est avec nous et qui va réagir avec vous, justement, pour donner une sorte d'exemple pratique à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.